Tu vois bien l'écran, Laurent? Yes. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les évolutions réglementaires en matière de QAI. Donc, pour débuter, quelques mots d'introduction pour vous présenter le Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires dans le cadre duquel ce webinaire vous est proposé. Merci. Donc, ce centre de ressources, il a été initié en 2019 par l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME et la Banque des Territoires. Et c'est un centre de ressources qui est animé aujourd'hui par Aura 2E. Il est à destination des acteurs territoriaux, donc EPCI, syndicats, ALEC, SPL, et les maîtres d'ouvrage publics et privés. Et il permet de centraliser l'information en région, de donner de la cohérence par rapport à toutes les actions qui sont menées par les acteurs qui travaillent dans le domaine de la rénovation énergétique. Donc, on a principalement trois axes d'action. Un premier axe d'action qui est de l'information technique et des ressources. Donc là, ça va être plutôt en lien avec notre site internet où vous pouvez trouver des pages thématiques, des retours d'expérience, mais également les contacts des structures accompagnatrices en région et des services qu'elles proposent, ainsi que des contacts associés. On a aussi un axe important de veille. Donc, si vous ne la connaissez pas, on propose tous les mois une lettre bâtiment qui permet de transmettre toute l'actualité régionale, nationale, voire européenne, donc en matière de financement, d'évolution réglementaire et également de retour d'expérience. Et on a aussi des actualités qui sont régulièrement mises à jour sur notre site web. Et enfin, on a un troisième volet qui est un volet animation, notamment avec le webinaire d'aujourd'hui. On propose également des groupes de travail, principalement trois aujourd'hui, un sur les C2E, un portant sur les collèges-lycées et un sur le télésuivi. Et enfin, on organise une fois par an une journée régionale des accompagnateurs. Donc cette année, elle aura lieu le 23 novembre. Et on traitera notamment des sujets comme les C2E, la sobriété énergétique. On aura également des points d'actualité sur les évolutions réglementaires, sur les financements disponibles. Donc, cette journée, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet et on vous transmettra également toutes les infos dans le retour qui suivra le webinaire. Et parmi les événements à venir, en plus de la journée que je viens de mentionner, on aura également le 28 novembre un webinaire sur le financement et l'intracting avec les interventions de la Banque des Territoires et de la ville d'Albertville qui proposera son retour d'expérience. Et le 12 décembre, on aura un webinaire sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, les inscriptions sont ouvertes pour les 23 et 28 novembre et à venir pour le webinaire du 12 décembre. Et enfin, on est à votre disposition avec Laurent pour toute information et on vous remet ici notamment le lien vers notre site web. Et sans plus attendre, donc le programme du webinaire d'aujourd'hui, donc principalement en trois temps. Un premier temps vraiment sur les enjeux réglementaires. On va débuter avec Isaline de l'ARS Aura qui va nous présenter les grands enjeux en matière de QAI. Puis Cyril de l'Adréal qui nous présentera les évolutions réglementaires, et notamment le dispositif de surveillance sur certains établissements recevant du public. Et on aura un deuxième axe pour faire le lien vraiment entre qualité de l'air intérieur et travaux de rénovation. Et là, ce sera donc Nicolas de la SPL ALEC Grande Région Grenobloise qui va nous faire le lien entre qualité de l'air intérieur et performance énergétique du bâtiment. Puis Cyril reprendra la main pour présenter un nouvel outil développé par l'Adréal et je laisserai Isaline conclure sur le plan régional de santé et environnement. Voilà. Et je laisse tout de suite la main à Isaline. Merci. Bonjour, je vais partager du coup mon écran. Voilà. Et vous me présenter d'abord. Donc, Isaline Cusin, je travaille à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai en charge notamment toutes les thématiques environnement intérieur sur la région. Et donc bâtiment et santé, habitat et santé. Et à ce titre, je travaille avec l'Adréal sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur et radon, parce qu'aujourd'hui, on associe vraiment les deux problématiques ensemble. Et qui dit réglementation, ne dit pas réglementation pour une réglementation, mais vraiment parce qu'il y a des enjeux derrière et des enjeux sanitaires qui nous ont été rappelés par la crise Covid et l'importance d'une bonne qualité de l'air intérieur.
Et ça vient corroborer tout ce qui a déjà été étudié précédemment, et notamment par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui a fait quand même plusieurs études dans l'habitat, dans les écoles et dans autres, et qui a pu vraiment montrer que l'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser ou subodorer. On entend souvent l'air extérieur, on n'ose pas ouvrir parce que c'est très pollué, mais en fait, l'intérieur est plus pollué et on y passe énormément de temps. Et les enfants encore plus. D'où cette nouvelle réglementation qui, dans un premier temps, vraiment cible les mineurs pour s'étendre ensuite, dans les prochaines années, à d'autres types de RP recevant des publics sensibles, comme le présentera Cyril. On identifie plusieurs sources de pollution sur ces bâtiments. C'est d'abord la conception des bâtiments, les matériaux utilisés, l'ameublement, les appareils utilisés et tout ce qui est ventilation. Donc, un vrai point d'attention sur tout ce qui est conception. On a ensuite une source de pollution qui est évidemment l'air extérieur et les sols, et notamment on va penser au radon, particulièrement aussi aux sols contaminés à prendre en compte dans tout ce qui est soit construction, soit aussi rénovation. Et puis les activités qu'on peut retrouver notamment dans les écoles, la peinture, le bricolage, mais aussi tout ce qui va être ménage et tout ce qui est utilisé en termes de produits chimiques notamment, ça aura un gros impact. L'impact sanitaire est reconnu maintenant depuis longtemps. Les premières crises, d'ailleurs, autour de différents types de polluants remontent en 76 à la Légionelle. Après, on a eu le formaldéhyde, on en a eu plusieurs. Et donc, on a vraiment identifié ces polluants et on les a étudiés. Ça dépend de plusieurs choses. La nature des polluants. Déjà, on retrouve des polluants physiques, chimiques ou biologiques que je vous présenterai ensuite. La concentration des polluants qu'on retrouve plus élevée à l'intérieur, la durée d'exposition qui va avoir un impact des fois sur un impact sanitaire aigu ou chronique avec le développement de cancer, et puis la sensibilité des personnes exposées, parce qu'on n'est pas tous égaux face à ce risque. Et on a vraiment du coup un focus sur des populations jeunes qu'on présentera derrière, et puis les personnes âgées ou immunodéprimées sur lesquelles on portera une attention particulière. On a différentes voies d'exposition. La voie d'exposition étant la plus importante étant la respiration, parce qu'on voit qu'on respire plus de 10 000 litres d'air par jour. On respire en permanence. Donc, on a aussi les voies d'exposition, contact, euh, et puis ingestion. Mais on voit bien que la voie d'exposition de la respiration est non négligeable. Et puis, avec l'évolution des technologies, avec l'évolution aussi de tout ce qu'on peut des études scientifiques, on a de plus en plus de produits chimiques utilisés. On identifie maintenant les perturbateurs endocriniens, les nanoparticules et une synergie de polluants qui est pas toujours bien étudiée, qui est peu étudiée encore. Donc on voit qu'il y a des enjeux au-delà de ce qu'on se connaît, il y a aussi tout ce qu'on ne connaît pas. Donc une attention particulière doit être apportée à cette qualité de l'air et pour identifier sur quel type de polluant on peut avoir une attention particulière, on va penser aux polluants chimiques. Et là, on a ce qu'on connaît, le benzène, les aldéhydes, les phtalates, les retardateurs de flamme qu'on retrouve dans les mobiliers, revêtements plastiques. On a l'ozone. On parle beaucoup de l'ozone en milieu extérieur, mais l'ozone est un polluant secondaire issu notamment aussi des composés organiques volatiles. Et puis le monoxyde de carbone lié à une mauvaise combustion. Et encore récemment, on a eu des accidents de monoxyde de carbone. Donc une attention vraiment à avoir sur les appareils à combustion. On a ensuite les polluants biologiques, les allergènes, de plus en plus d'allergies. Donc attention aux allergènes, aux moisissures, qui est un reflet issu de l'humidité du bâtiment. Donc qui dit humidité dit développement de moisissures, mais qui dit humidité dit aussi problème sur la structure du bâti, donc une attention particulière à avoir là-dessus. Et puis des bactéries, notamment les légionnelles ou des virus. Et là, on voit bien que l'impact de la qualité de l'air intérieur et notamment l'absence d'aération a un vrai rôle sur la diffusion des virus. Donc, on rappellera jamais assez l'importance de la ventilation-aération qui sera un peu notre maître mot à Cyril et moi sur ces sujets.
Et puis, les polluants physiques. Donc, on pense à l'amiante, où il y a aussi une réglementation applicable, hein. Et puis, les fibres, les isolants, les matériaux, les particules, et puis le radon. Il y a une petite carte là qui vous sera présentée aussi par Cyril pour identifier sur quelle zone radon vous êtes et voir si une action particulière doit être portée sur ce sujet dans vos établissements. Ces polluants ont donc différents effets sur la santé. On retrouve notamment des effets qui vont de l'altération des performances cognitives, hein. On pense là au CO2. C'est un marqueur en fait, hein, de l'absence d'aération, souvent, parce que le CO2 est émis par chacun d'entre nous. Et si on n'aère pas, on a de plus en plus de CO2 dans une pièce. Et même si ça n'a pas un impact sanitaire du type toxique ou perturbateur endocrinien ou allergique, ça a un vrai euh, effet sur les performances cognitives, sur des maux de tête, sur différentes enfin voilà, sur la réactivité, on va dire aussi, des enfants et de chacun d'entre nous. Donc, c'est quand même pas anodin d'avoir ce développement de CO2 dans une pièce. On aura des effets sur la santé qui vont de l'inconfort jusque voilà, à des cancers, en passant par des allergies. On a vraiment de plus en plus de problèmes d'allergie. On verra, c'est en réelle augmentation. Et donc, il faut vraiment faire une attention particulière à ces différents polluants qui peuvent générer des allergies. Et puis les toxiques, les cardiovasculaires. Enfin, on voit qu'on voilà, on a tout un éventail d'effets sur la santé qui ont vraiment été étudiés et qui doivent donc être pris en compte. Je voulais vous présenter aussi pourquoi on s'intéresse aux enfants particulièrement, parce qu'il a une vulnérabilité aux polluants avec une spécificité particulière, c'est que il a une immaturité globale du système immunitaire, des poumons, de la digestion. Ils portent beaucoup d'objets à la bouche, ils mangent plus que nous proportionnellement à leur taille, ils respirent plus que nous, et donc ils sont plus sensibles aux différents polluants. Les enfants ne sont pas les seuls, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souvent de maladies chroniques, tout cela sont plus sensibles. Et donc, c'est pour ça que, en priorité, les réglementations s'appliquent aux établissements recevant ce type de personnes. Différentes études, hein, notamment, ont pu mettre en évidence le rapport entre des pathologies infantiles et l'environnement. Donc là, comme je l'évoquais, on pense à des allergies, mais aussi à l'asthme, avec, on voit une réelle augmentation en passant de 10% chez l'enfant à 6% chez l'adulte. C'est une augmentation de 40% depuis 2000. Donc, comme je l'évoquais, l'impact de l'environnement sur ces sujets-là. Le trouble de l'apprentissage, le saturnisme, c'est pas derrière nous. On identifie encore des problématiques de saturnisme liées à l'ingestion au plomb, notamment. Donc, c'est un sujet qui est encore étudié et qu'il faut encore surveiller. Et puis, les perturbateurs endocriniens, hein, différentes aujourd'hui stratégies sont mises en place pour réduire les perturbateurs endocriniens qui ont un vrai impact sur l'altération des moyens de reproduction, sur l'obésité, le diabète, des troubles de la croissance et des cancers. Donc tout ça est vraiment mis en évidence dans ces différentes études. Et pour identifier où est-ce qu'on retrouvait ces polluants, il y a différentes campagnes qui sont mises en place par l'OQAI. Et une campagne a eu lieu dans les écoles entre 2013 et 2017. Ça date un peu, mais il y a encore quand même régulièrement des analyses qui sont faites de par la réglementation et autres. Et on identifie encore quand même la présence de différents types de composés. Alors, les particules fines omniprésentes, hein, mais on a aussi des composés organiques volatiles avec 17% de dépassement des valeurs guides en formaldéhyde, qu'on a identifié tout à l'heure comme cancérogène, des composés organiques semi-volatiles, des plombs dans les poussières aussi, hein, qui sont détectés dans la quasi-totalité des salles de classe, donc à niveau faible, mais comme on le disait tout à l'heure, sur des enfants ou dans des crèches, des petits qui avalent régulièrement les poussières ou autres, ça a un impact. Et puis du plomb dans les peintures, hein, dans 10% des écoles. Et ensuite, les plus grosses problématiques qu'on a identifiées, voilà, c'est l'humidité. Et qui disait humidité dit moisissure, dit allergie. Et 41% des écoles qui ont cette problématique de confinement, avec des indices très élevés. Et ça, c'est ce qui a été identifié notamment dans la crise Covid. Hein, c'est cette problématique de manque d'aération, de ventilation, et avec du coup le CO2 aussi qui augmente et qui reflète aussi le fait que l'ensemble des polluants qu'on a pu identifier se concentrent
ne sont pas dispersés et peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, quelles sont les solutions pour limiter cet impact sanitaire? Importance de la mise en place de cette stratégie environnementale qu'on disait pour maîtriser la qualité de l'air. Ça passe à travers quoi? D'abord, dans un premier temps, limiter les sources avec le choix des matériaux, le choix des produits, les modalités de construction, et donc à prendre en compte tout ça, notamment dans les rénovations énergétiques et dans les rénovations que vous pouvez avoir de vos bâtiments. Inciter aux bonnes pratiques. Là, on pense notamment aux produits ménagers, mais aux produits de bricolage, aux produits aussi utilisés avec les enfants, et préférer les produits qui ont un faible impact et environnemental et sur la santé, avec notamment les différents labels, réduire les transferts de polluants extérieurs, prévenir et gérer les risques liés à l'humidité, et puis bien sûr renouveler l'air régulièrement. Par le système de ventilation et l'aération qui est complémentaire, hein. Et là, je vous ai mis juste à titre d'exemple que nous, on travaille beaucoup avec des conseillers en environnement intérieur qui vont appuyer, aider les personnes qui ont des problèmes de santé respiratoire notamment, et qui sont appelés quand il y a parfois aussi des problématiques un peu comme ça non identifiées pour faire des mesures et aider à identifier quelles sont les causes. Et là, on avait notamment, et ça arrive régulièrement, différents problématiques de santé dans une classe avec des maux de tête, des nausées, des troubles de l'attention. Et la CEI a fait des mesures, a visité l'établissement et a identifié qu'il y avait des valeurs très hautes en composés organiques volatiles et qui étaient liées à des travaux qui avaient été réalisés avec du mobilier neuf, donc qui n'avait pas eu le temps de dégazer. Et les enfants étaient revenus très rapidement après euh, les travaux. Et du coup, entre une VMC qui avait été non rebranchée et pas d'habitude d'aération dans la classe, évidemment, il y a eu cette concentration de polluants et cet impact sur la santé. Et ça, en échangeant avec plusieurs partenaires, on a pu identifier que c'est quand même souvent que soit les VMC ne sont pas entretenues, soit il n'y a pas de, elles ne sont pas branchées d'ailleurs, et il y a peu d'habitude d'aération. Donc, on a un vrai travail aussi avec les enseignants, avec les responsables de ces différents ERP, de bien penser à vérifier l'aération et la ventilation. Et enfin, je voulais quand même terminer pour rappeler qu'au-delà de l'impact sur la santé, il y a un vrai coût, en France de la pollution de l'air intérieur. Donc, on a plus de 28 000 nouveaux cas de pathologie chaque année qu'on peut associer à des problèmes environnementaux, 20 000 décès attribuables à la QAI. La pollution intérieure est la deuxième cause de cancer du poumon à travers le radon, 2004 cancers liés au radon par an. Et un tiers de la population française est allergique. Et comme je vous le disais, c'est en constante augmentation. Donc, le coût socio-économique de la QI a été calculé avec la prise en compte de 6 polluants. Et puis, ça prend en compte le coût en vie humaine perdue du fait des maladies, en perte de bien-être, en perte de production, et puis l'impact sur les finances publiques. Et on estime ça à 19 milliards d'euros. Donc voilà, au-delà de l'impact pour chacun d'entre nous, ça a aussi un impact collectif. Et donc, d'où l'importance de prendre en compte ces enjeux et d'essayer de les intégrer au mieux, d'où la réglementation que va vous présenter Cyril. Merci. Merci beaucoup Isaline pour la présentation de ces enjeux, c'était très clair. On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat, on verra peut-être après la présentation de Cyril. Cyril, je te laisse la main pour la prochaine partie. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, pas en plein écran, peut-être si tu peux la basculer. Ça marche comme ça? Toujours pas en plein écran? Non. Euh, Tu peux, Bah, oui, bon, sinon, on voyait, tu peux essayer de la repartager. Hop, autorisé. Bon, vous, peut-être je vais commencer. Ouais, Ça alors là, marche? elle est coupée pour le coup, donc sinon je peux la partager si tu préfères. Ouais, bah ouais, si tu veux. Allez. C'est bon pour toi? Ok. Eh ben super. Du coup, c'est bon? Oui.
Vas-y. Du coup, tu peux passer. Alors, pour vous rappeler, donc, je vais parler dans un premier temps du dispositif de surveillance de la qualité de l'air intérieur, qui est un dispositif réglementaire qui existait déjà, euh, qui avait été prévu par certaines lois, notamment la loi Grenelle, et qui était en application depuis 2018 pour certains établissements. Et cette réglementation a évolué au 31 décembre 2022. Donc, au préalable, ce qu'il fallait faire, c'était une évaluation. C'était un dispositif qui était renouvelé tous les 7 ans et il fallait avoir une évaluation des moyens d'aération d'un côté. Je vais revenir sur ce sujet. Et puis, on choisissait soit une campagne de mesure, soit un plan d'action à partir de la mise en place d'un autodiagnostic. Il se trouve que suite au Covid notamment, et au fait qu'on a fait un retour d'expérience de ce dispositif qui faisait notamment le constat que bah, tous les 7 ans, c'était quand même quelque chose de relativement peu fréquent, et puis que l'autodiagnostic montrait un certain nombre d'éléments relativement intéressants, de même que l'évaluation des moyens d'aération, un peu en écho avec ce que disait Isaline tout à l'heure sur les pratiques d'aération et puis sur justement les moyens de ventilation. Du coup, le dispositif réglementaire a été révisé en fin d'année dernière pour une application dont on va revoir les dates tout à l'heure et je vais vous détailler un peu ces évolutions. Du coup, tu peux passer. Donc, pour rappeler quels sont les établissements concernés. Donc, c'était ceux qui étaient déjà concernés depuis 2018 et depuis 2020. Donc, les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, notamment les crèches, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement de formation professionnelle du second degré, collège, lycée, formation professionnelle. Et ceux qui viendront dans un second temps en 2025, c'est structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé, les établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc voilà, ça c'est à partir de 2025. Ils étaient prévus de rentrer dans le dispositif cette année, et puis au final, du fait du changement de réglementation, et ils ont un petit sursis. Donc, qu'est-ce que c'est ce nouveau dispositif? Donc, en gros, avant, on avait le choix. Maintenant, l'idée, c'est de réaliser l'ensemble de ce qui était proposé avant, c'est-à-dire une évaluation des moyens d'aération, donc qui, au lieu d'être tous les 7 ans, devient annuelle. Donc, c'est quelque chose d'assez important, une évaluation annuelle des moyens d'aération, et qui inclut une nouvelle chose qui est la mesure direct de la concentration en CO2. On reviendra, on fera un petit zoom sur ce point spécifique. On est obligatoire aussi une campagne de mesure à chaque étape clé de la vie du bâtiment. On reviendra aussi sur ce que ça veut dire chaque étape clé. Mais cette campagne de mesure qui était auparavant un choix tous les 7 ans devient obligatoire dès qu'il y a un élément qui change dans la vie du bâtiment. Et puis un autodiagnostic, c'est pareil, c'était un choix, soit on faisait la mesure, soit on faisait l'autodiagnostic. Et bien là, l'autodiagnostic devient obligatoire et réalisé tous les 4 ans, non plus tous les 7 ans. Et sur la base de cet ensemble d'outils, on peut mettre en place un plan d'action. Et il y a un ensemble d'éléments qui sont d'affichage obligatoire, à la fois chaque année la conclusion de l'évaluation des moyens d'aération, le bilan de la campagne de mesure s'il y en a une, et le plan d'action. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire évaluation des moyens d'aération? Ça, c'était une pratique qui existait déjà, qui est assez facile. Elle se met en place sur un échantillon de salles en fonction du nombre de pièces présentes dans son ERP. Donc, ça consiste simplement à vérifier l'accessibilité des ouvrants. Déjà, s'ils s'ouvrent et s'ils sont accessibles. Voilà, c'est pas toujours le cas. Donc, ça permet de bien faire le point là-dessus. Un examen visuel des dispositifs de ventilation, ça c'est peut-être quelque chose de nouveau, c'est que on regarde pas seulement si les entrées d'air sont bien nettoyées, mais si aussi il y a un flux d'air qui arrive. Donc, avec le petit test de la feuille de papier toilette, voir s'il y a un flux qui entre. Qui entre à l'intérieur du bâtiment, hein, dans les entrées d'air notamment. Et puis, ce nouveau dispositif de mesure du CO2 sur lequel on reviendra.
La campagne de mesure, elle concerne les polluants qui sont des marqueurs de pollution. Donc, le formaldéhyde pour la pollution de l'air intérieur, le benzène qui est un marqueur de la pollution de l'air extérieur qui pourrait arriver dans le bâtiment, et puis le CO2 pour le niveau de confinement. Et puis toutes ces mesures, elles vont être collectées dans une base de données qui est administrée par le CSTB. Anciennement, elle était administrée par l'INERIS. Et il va y avoir une base de données nationale administrée par le CSTB dont est en cours les modalités de diffusion, savoir si on y aura accès. Pour l'instant, on n'y a pas accès, y compris à l'échelle régionale. Et cet autodiagnostic de la QAI, c'est le troisième point. Donc, on va un peu faire l'inventaire avec l'ensemble des services, à la fois d'entretien, mais aussi de gestion sur les sources d'émissions, sur l'entretien de sa ventile, sur les pratiques d'aération et sur les expositions des occupants en fonction des activités qui ont lieu dans l'ERP concerné. Voilà, bah, tu peux passer. Le calendrier, voilà, l'évaluation annuelle des moyens d'aération qui inclut la mesure directe de la concentration au CO2. Il y a un petit délai qui est laissé pour prendre, s'habituer à cette obligation. Et du coup, ça sera obligatoire à partir du 31 décembre 2024, le premier rapport d'évaluation des moyens d'aération incluant la mesure directe du CO2. La campagne de mesure, elle est liée aux étapes clés et elle est applicable dès maintenant. Donc, dès qu'il y a des travaux sur un bâtiment, il va falloir prévoir à réception, on y reviendra, une campagne de mesure. Je le laisse. Et, Faites attention, est mort, je crois. et l'autodiagnostic est applicable à partir du 31 décembre 2026. Donc, on laisse un petit délai un peu plus important. Et puis, à partir de tout ça, donc la mise en place du plan d'action, du fait que l'autodiagnostic est applicable à partir du 31 décembre 2026, et ben, idem pour le plan d'action. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Donc là, je ne vais pas y revenir, mais c'est pour vous donner les différents textes si vous voulez revenir à la base. Ensuite, tu peux passer. Là, il y a des. Donc, je pense que vous aurez accès à ces slides. L'idée, c'était de vous mettre sur une slide l'ensemble des, des liens intéressants et des guides qui existent pour rendre applicable ce dispositif de surveillance. Donc, il y a une plaquette d'information plutôt à destination des élus, des décideurs, assez courte, qui fait 8 pages, qui redonne un peu les bases de ce que c'est ce nouveau dispositif. Il y a un guide d'accompagnement qui est relativement volumineux, mais qui permet de répondre à un certain nombre de questionnements. Il fait 156 pages, il est en 7 tomes qui dépendent un peu, qui sont structurés en fonction de la réglementation. Donc, vous avez les liens ci-dessus et le guide d'accompagnement sur la mesure, sur le CO2, qui inclut à la fois la mesure directe du CO2 et puis les modalités pour évaluer le niveau de confinement. Et celui-là, il est aussi relativement important. J'y reviendrai sur le CO2 notamment. Il y a aussi sur le site du CEREMA une foire aux questions. Donc, au-delà du guide, il y a en plus beaucoup de questions qui se posent, qui se sont posées. Et sur le lien de la foire aux questions qui est en lien sur la diapo, vous avez aussi des mails sur lesquels vous pouvez poser vos questions si vous ne trouvez pas vos réponses dans la foire aux questions. Il y a des webinaires qui sont organisés par le CNFPT. Il y en a un prochainement, il me semble, qui sont thématiques. Et souvent, le CEREMA ou le CSTB intervient pour présenter le dispositif réglementaire. Et puis, côté DREAL, ARS et DDT, on organise des journées techniques. Donc, il y en a eu 2 qui ont eu lieu dans les territoires. Peut-être certains d'entre vous y participaient. Un dans l'Isère, un en Ardèche. Et puis, l'idée pour 2024, c'est de reproduire ces journées techniques dans différents départements. Voilà, sans doute 3 départements l'année prochaine qu'on est en train sur lequel on est en train de se pencher. Voilà. Et là, je détaille dans les slides suivantes
un zoom sur les mesures, hein. Alors, une étape clé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gros travaux. Donc, qui dit gros travaux, et on inclut dedans bah, les bâtiments neufs, hein. Donc, quand on va livrer un bâtiment neuf, on va être soumis à ces mesures. Donc, qui inclut, quand on fait des gros travaux, le benzène, le CO2, le formaldéhyde. Donc, c'est le neuf, mais c'est aussi tous les gros travaux un peu d'ampleur, et notamment les travaux de rénovation énergétique. Si c'est pas si c'est des travaux performantiels et pas des travaux juste de changement de fenêtre, on va rentrer dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est ces trois polluants qui vont être à mesurer, et ils vont être à mesurer pas n'importe comment, mais par des laboratoires qui sont accrédités COFRAC sur la thématique qui va bien, donc à la fois pour les mesures et pour les analyses. Donc il n'y a aucun seuil, c'est voilà, les gros travaux. Et puis après, si on est sur des petits travaux d'entretien ou des petits travaux pour changer soit juste la ventilation, soit changer des menuiseries ou le revêtement de sol, ou reconfigurer l'intérieur, eh ben, il y a des seuils qui ont été mis en place en fonction du type d'établissement. Et si on change en fonction du type de travaux aussi. Donc, je vous ai remis le tableau là sous un peu une autre forme qui est dans l'arrêté. Et si on change d'activité ou d'effectif, on a aussi euh, un- des mesures à faire sur le CO2, sur le niveau de confinement, avec un labo accrédité. Je peux passer. Alors, ces mesures à étapes clés, elles sont à débuter un mois après la réception des travaux, et il faut qu'elles soient en période normale d'occupation. C'est-à-dire, si on livre un bâtiment un peu avant la rentrée, il faut quand même qu'il y ait faut quand même qu'il y ait une occupation. Donc, il faut qu'il y ait des usagers, et donc elles concernent deux prélèvements, justement un mois après réception pour le formaldéhyde et le benzène, et un autre 4 à 7 mois après. Et il faut que chaque mesure ait lieu dans deux périodes différentes, une période de chauffe et une période de non-chauffe. Et pour la mesure de CO2, un seul prélèvement pendant la période de chauffe. Voilà. Et qui les mesure? Bah, je l'ai déjà dit, les mesures et analyses réalisées par des organismes accrédités COFRAC, la bref 30 pour les paramètres recherchés, formaldéhyde, benzène et CO2. Voilà, en gros, il y a sur le guide d'accompagnement du CEREMA que je vous ai présenté tout à l'heure, les méthodes d'échantillonnage qui sont proposées. Alors, ça dépend si on a plus ou moins de 6 pièces. Et puis après, bah, si on a plus de 6 pièces, il faut revenir sur le petit tableau, et puis ça permet d'avoir un échantillonnage adéquat. Tu peux passer. Et puis, dernière mesure qui est quand même nouvelle et qui va être à s'approprier. En fait, l'idée de cet arrêté qui a été publié, c'est de faire prendre conscience du niveau de confinement des pièces, à la fois par les gestionnaires, mais aussi par les usagers, pour améliorer les pratiques d'aération, de ventilation et d'aération. Alors, de ventilation pour le gestionnaire et pour le propriétaire, et d'aération pour l'usager. Et l'idée, c'est que cette mesure à lecture directe, ce soit un peu le thermomètre pour ce qui est de la question de la qualité de l'air de la pièce. Et il y a des seuils qui ont été fixés, 1 à 800 ppm et 1 à 1500 parties par million. Là, tu peux passer. Euh, voilà. Ah bah, je ne savais pas qu'il y avait une animation. Donc non, mais tu peux revenir juste avant. Comment mesurer l'idée, et ce qui a été proposé, c'est d'avoir au moins pendant 2 heures. Donc, on peut faire plus, hein, mais au moins pendant 2 heures, un capteur dans une pièce, avec une surveillance toutes les 15 à 20 minutes dans un échantillon représentatif de pièces. Et quand l'effectif présent est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'effectif théorique. Comment ça se passe concrètement et qui est impliqué? C'est la slide d'après. Alors, c'est ce qui est un peu complexe, c'est que ça va concerner le propriétaire
et ou l'exploitant, les services techniques qui vont gérer le bâtiment et les personnels occupant les bâtiments. Donc, notamment les enseignants si on est sur des écoles ou les gens qui travaillent dans les crèches si on est dans une crèche. Et en gros, la lecture à mesure directe, l'idée, c'est que c'est pas forcément les services techniques qui vont le regarder, mais plutôt ceux qui sont en situation d'usage de la pièce et des locaux. Là, tu peux passer à la slide suivante. Euh, et dans le guide du CSTB dont je vous ai mis le lien dans le slide, l'idée de ce guide, c'est de bien décliner un peu qui fait quoi. C'est-à-dire va falloir s'organiser avant à l'échelle de son patrimoine pour mettre en place ce dispositif, disposer de capteurs, savoir comment les répartir, à quel moment, préparer et vérifier les appareils de mesure. Il y a toute une question, notamment sur l'étalonnage des appareils, et la réponse du CSTB, c'est souvent de dire que il n'y a pas forcément besoin de renvoyer les capteurs pour les faire étalonner, mais que les mettre à l'extérieur à l'air libre et vérifier qu'on est entre 400 et 450 ppm, ça suffit pour vérifier que l'appareil de mesure fonctionne bien. Et puis ensuite, les services techniques, il y a une fiche qui existe dans ce guide qui est à remplir à la fois par les services techniques et par l'usager pour à la fois voir quelle pièce est échantillonnée et puis le capteur concerné. Et puis l'enseignant ou l'usager va devoir mettre en place le relevé de la mesure à lecture directe et puis surveiller le capteur pendant 15 à 20 minutes. Donc ça va demander une forme de gouvernance assez complexe à mettre en place. Donc c'est pas rien. Et puis le 31 décembre 2024, au final, c'est demain. Donc il faut s'y préparer dès maintenant et puis commencer à tester la pratique. Et puis l'idée, c'est que ces fiches, elles soient récupérées après et puis que ça permette aussi aux gestionnaires du bâtiment, aux propriétaires du bâtiment, d'avoir un bon état un peu du niveau aussi de confinement, un peu en direct des différentes pièces de son établissement. Et puis, ça peut être utile pour mettre en place des consignes d'aération quand on n'avait pas de données sur son établissement. Voilà, tu peux passer. Voilà. Bon, après, je vais pas forcément revenir dans le détail dans tout parce qu'on a un programme chargé, mais l'idée, c'est que dans le guide du CSTB aussi, vous trouverez les actions à réaliser par l'usager quand on est en situation de dépassement. Et 800 ppm, au final, c'est quand même pas beaucoup, donc on va être souvent en situation de dépassement. Donc, comme l'a dit Isaline, le CO2, c'est un polluant qui va avoir des effets cognitifs, mais pas forcément dangereux. Donc, il n'y a pas lieu d'évacuer, y compris si on dépasse les 1500 ppm. Donc, il faudra peut-être rassurer les usagers, mais en même temps, il y a quand même besoin d'avoir des pratiques qui permettent une plus grande aération des locaux. Donc, en fonction des seuils, il va falloir avoir des pratiques d'aération adaptées. Et puis, ce qui va être sans doute recommandé in fine, ça va être aussi d'avoir des pratiques d'aération avant occupation, le matin et pendant les pauses relativement importantes, avec l'idée d'aérer de manière efficace pendant pas longtemps plutôt que d'aérer longtemps de manière peu efficace. Donc l'aération transversale va être sans doute à privilégier. Voilà. Et puis après, il y a les actions correctives à mettre en place par le gestionnaire en fonction en fonction des résultats de ces mesures. Voilà. Voilà, je pense que tu peux passer. L'idée, c'est que j'ai mis ces infos dans le slide, mais je ne vais pas forcément y revenir, sauf s'il y a des questions particulières sur ce sujet pour qu'on puisse laisser la place le plus possible, notant qu'il y a aussi la réglementation sur le radon à présenter. Donc sur le radon, on a mis aussi ce point spécifique sur le radon, notamment parce que on le reverra tout à l'heure sur les travaux de rénovation énergétique, mais qui dit amélioration de l'efficacité énergétique et de l'étanchéité de l'enveloppe,
peut avoir un impact important sur la qualité de l'air, mais aussi et ça inclut la question du radon. Et quand on est en zone radon, il va falloir avoir une attention un peu spécifique sur ce sujet-là. Donc la réglementation sur le radon, hein, c'est une réglementation qui s'applique à des ERP, qui inclut les ERP que j'ai mentionnés précédemment, mais aussi d'autres, et notamment les établissements thermaux, les établissements pénitentiaires et les établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux. Et notamment quand on est en zone potentielle 3 radon. Donc ces zones-là, sur le site de l'IRSN, on sait en fonction de sa commune si on est en zone 3 ou pas en zone 3. L'obligation, alors là je vous présente l'obligation sur le code de la santé publique. Il y a d'autres obligations dans le cadre du code du travail qui sont à prendre en compte. Et puis, je m'intéresse pas spécifiquement aux ERP. Donc, l'obligation, c'est de mesurer l'activité volumique en radon par un organisme agréé tous les 10 ans et s'il y a des travaux modifiant la ventilation ou l'étanchéité des locaux au niveau du sol. Donc, ça sera sans doute le cas en cas de rénovation énergétique. Et les actions à réaliser, elles dépendent des résultats des mesures. Et il y a un affichage obligatoire au même titre que sur la qualité de l'air intérieur. Voilà, tu peux passer à la suivante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, mesurer, hein, c'est une mesure intégrée avec des dosimètres. Donc, on est sur des mesures où on laisse les capteurs pendant un certain temps en période de chauffage, hein, pendant 2 mois minimum, et dans les zones qui vont être à la fois occupées et quand on est au niveau du sol ou du sous-sol. Voilà, et c'est à réaliser par un organisme agréé par l'ASN ou par l'IRSN. Tu peux passer. Voilà, et puis en fonction des résultats de mesure, si les résultats sont inférieurs à 300 becquerels par mètre cube, eh ben, on affiche sous un mois et on enregistre le résultat. Et puis si on est supérieur à 300 becquerels, mais inférieur à 1000 becquerels, on peut réaliser des actions simples, notamment sur la ventilation, et on remesure sous 3 ans. Et puis si c'est supérieur à 1000 becquerels par mètre cube, là, il y a lieu de faire une expertise, une investigation pour voir un peu des travaux plus d'ampleur. Voilà. Donc la carte, là, je crois que si on clique dessus, on arrive sur le site qui va bien pour voir. Mais on voit sur la région, hein, le potentiel radon, il est principalement lié à la géologie du sol et ça va recouper notamment les territoires de montagne et les territoires granitiques. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne sont particulièrement concernés par ce type de pollution du sol. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses qui existent hein, sur le radon, donc des productions du CSTB. Il y a une petite vidéo assez intéressante du CEREMA pour la sensibilisation. Et puis, il y a un gros guide publié par l'ASN. Et il y a la plateforme Juratbat qui est administrée par Atmo Bourgogne-Franche-Comté, qui est relativement intéressante avec plein de ressources si vous vous intéressez au radon et si vous êtes dans les zones particulièrement touchées. C'est intéressant d'aller voir les différentes ressources sur ce site et notamment sur les travaux de rémédiation, que ce soit l'étanchéification du sol ou la ventilation des sous-bassements et des caves, ça reste une ressource intéressante. Et voilà, et puis je vais faire peut-être le lien avec la présentation suivante de la LEC 38 pour dire que en fait, ces réglementations, c'est surtout des réglementations qui visent à avoir une surveillance et d'en savoir plus sur son bâtiment. Du coup, avant rénovation, on dispose d'éléments relativement intéressants et qui font le lien aussi avec les pratiques. Donc, ça peut être intéressant dans le cadre de son diagnostic avant travaux, quand on fait des travaux de rénovation énergétique et en lien avec l'audit énergétique, de récupérer sur la QAI ou sur les mesures radon qui ont déjà été effectuées, d'avoir un peu un état des lieux. Donc, ça va compléter l'état des lieux. Le cas échéant. Et puis, après rénovation,
bah, on voit quand même qu'il y a des obligations, pour le coup, qui sont à la fois des obligations sur la qualité de l'air intérieur avec les 3 polluants que je vous ai cités. Donc, il faut faire ces mesures. Il y a des seuils qui sont proposés et qui sont à respecter. Et si ces seuils ne sont pas respectés, eh ben, il y a des mesures à prendre pour faire en sorte de les respecter. Y compris, et c'est le cas aussi sur le radon. Du coup, voilà. Et je pense qu'on reviendra après sur un certain nombre de choses liées à la rénovation. Merci Cyril pour cette présentation. Alors, on a beaucoup de questions dans le chat, une vingtaine de questions. On va pas pouvoir toutes les traiter. Ouais. Laurent, je te laisse peut-être prendre les premières questions. J'en retiens 2 ou 3. La première concerne les cahiers des charges type pour un contrat d'entretien-maintenance des VMC. Si quelqu'un a ce type de modèle de contrat d'entretien-maintenance, c'est intéressant de le partager. Donc, c'est demandé par Nicolas Poder de Montmélian. C'est vrai qu'on peut partager ce type de documents et nous, on n'hésitera pas à les mettre sur le site Réno-Tertiaire-Aura pour les partager. Donc, si quelqu'un en a, vous pouvez le signaler dans le chat et répondre à Nicolas en direct. La deuxième question porte sur les types de capteurs CO2 et leur étalonnage. C'est-à-dire, finalement, est-ce que toutes les sondes de CO2 conviennent ou est-ce qu'il y en a certains types qui sont particulièrement recommandés? Est-ce qu'il y a quelque part où il y a des listes ou des recommandations? Et concernant l'étalonnage aussi, est-ce qu'il y a des recommandations, des règles? Eh ben alors, sur les listes de capteurs, il y a pas de liste de marque. Après, il y a les capteurs classiques. L'important, c'est qu'on ait la mesure directe. Donc, il faut qu'il y ait un moyen de voir le, le taux de CO2 ou alors si on dépasse 800 ppm de manière ou 1000 et 1500 de manière visuelle. Donc ça peut être avec un petit capteur lumineux et vous trouverez page 11 du guide du CSTB les différentes caractéristiques à avoir, notamment sur les fréquences d'affichage, sur la marge. Donc, le domaine de mesure, il doit être entre 0 et 5000 ppm. L'incertitude, elle doit être inférieure à plus ou moins 50 ppm. Bon, il y a différents éléments qui sont... Là, vous retrouvez tout ça, page 11. Après, souvent les capteurs classiques. Donc, on n'a pas besoin que ça soit enregistreur, sauf pour les dortoirs, notamment en crèche ou en école maternelle, où ça va être compliqué de faire sans enregistrement. Mais l'objectif de la réglementation, c'est bien que ça soit à lecture directe et que ça soit l'usager qui se charge de ça. Donc voilà. Et puis sur l'étalonnage, c'est ce que j'essayais de dire, ce que dit le CSTB là-dessus. Et il y a page 11, il y a exactement la même chose. C'est de dire que soit on a un certificat d'étalonnage de moins d'1 an, soit on regarde, on vérifie avant que chaque mise en œuvre que quand on le met à l'extérieur, on est bien entre 400 et 450 ppm. Pour voir, puisque c'est le niveau de concentration de CO2 à l'extérieur. Et ça permet de vérifier assez simplement que son capteur fonctionne. On a une question aussi donc sur les sanctions. Est-ce qu'il y a des sanctions en cas d'absence de contrôle et est-ce que l'affichage doit être transmis à une instance comme l'ARS? Alors, sur les sanctions, il y a plusieurs. Donc, dans le cadre du code de l'environnement, il y a une sanction de catégorie 5, je crois, avec une amende possible de 1 500 euros. Mais la sanction la plus importante, je pense que c'est surtout la santé des usagers d'un côté, et puis de l'autre, c'est aussi le recours éventuellement des parents d'élèves ou des parents de la crèche s'il y a des problèmes existants. Et cette réglementation, elle est à réaliser. Donc, si elle l'est pas, comme il y a des affichages obligatoires,
ça peut être problématique. Mais sinon, il n'y a pas réellement je pense pas qu'on ait les moyens à l'échelle de l'État d'aller contrôler l'ensemble ni même d'échantillonner le respect de cette réglementation. L'objectif, c'est beaucoup lié à la sensibilisation, hein. C'est ce qu'on essaye de faire le plus possible pour faire en sorte qu'elle soit appliquée, et plutôt qu'elle soit appliquée, non pas pour respecter la réglementation, mais pour prendre en compte la santé des usagers. C'est un peu les messages qu'on porte le plus souvent. Et puis, sur l'évaluation des moyens d'aération et les mesures à lecture directe, l'idée, c'est que tout ça se retrouve à l'échelle du rapport d'évaluation des moyens d'aération, mais elles ne sont pas transmises ni à l'ARS, ni à la DREAL, ni à la DDT. L'objectif, c'est qu'elles soient accessibles et qu'elles soient affichées devant l'école ou devant le RP concerné. Voilà. Et puis, je vais dire un autre truc. Oui, sur les mesures qui sont transmises à l'échelle nationale, c'est les mesures de polluants dans le cadre des mesures par des laboratoires accrédités, où là, il y a transmission à une base de données nationale. Et si on dépasse un certain seuil, il y a transmission au préfet. Donc ce seuil, c'est 100 microgrammes pour le formaldéhyde, et pour le benzène, je ne sais plus. C'est 2, je crois, microgrammes. Et il y a un seuil qui est différent pour le formaldéhyde, c'est qu'on doit respecter le 30 microgrammes, mais c'est transmis au préfet que si on dépasse les 100. Voilà, D'accord. petite subtilité. Merci. Alors, avant de te passer au prochain temps, on peut prendre, je pense, une dernière question. Alors, il y a Damien Ouvrier de la mairie de Villeurbanne. Vous souhaitiez prendre la parole en direct. Je vous laisse poser votre question. Et j'ai aussi enfin, je rappelle que toutes les présentations et l'enregistrement sont mis en ligne et envoyés à tous les participants. Donc, voilà. Et juste, je voyais qu'il y avait des questions sur les débits de ventilation. Bon, tout ça renvoie aux règlements sanitaires départementaux, mais vous trouverez page 136 du guide du CEREMA, une fiche informative qui récapitule un peu tous les débits à respecter. Et il faudra aussi, pour les crèches, se reporter à l'arrêté de 2021 qui n'est pas inclus dans cette fiche-là, où on a des débits de 30 mètres cubes par place à respecter. Voilà. Merci. Et je laisse la question de la mairie de Villeurbanne. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très Oui. bien. D'accord. Moi, je m'interrogeais juste sur le temps et les moyens qu'il faut consacrer à tout ça. Et je ne sais pas s'il y a déjà des collectivités qui sont très avancées dans la mise en place. Mais je suis plutôt inquiet parce que quand je vois qu'il faut effectivement des évaluations annuelles plus des autodiagnostics tous les 4 ans, Ouais. et surtout que c'est condensé sur les périodes de chauffe en particulier, ça fait énormément de visites à programmer, énormément de mesures à faire. Bien sûr. Bah, c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel a beaucoup alerté l'AMF et le réseau des villes santé, hein, sur la difficulté à l'échelle nationale d'application pour les collectivités. Donc, nous, à l'échelle des concentrés, on ne peut qu'acter le fait que il y a cette obligation réglementaire. L'objectif dans le cadre du PRSE 4, c'est d'être en lien avec les collectivités pour voir justement les modalités d'application et puis les difficultés que vous avez sur le terrain. Il y a la ville de Lyon qui m'a déjà fait remonter aussi ces questionnements. Lors des dernières journées techniques, la ville de Grenoble avait présenté un peu la manière dont elle allait, et la ville d'Aix-les-Bains aussi, lors d'un autre webinaire, avait mentionné la manière dont ils allaient s'y prendre dans le cadre dans une gouvernance un peu partagée, et puis avec une mise en place progressive de la réglementation notamment sur la question de l'évaluation annuelle des moyens d'aération et de la mesure à lecture directe du CO2, avec l'objectif d'y aller pas à pas,
de faire ça de manière concertée. Nous, de notre côté, on va essayer de travailler avec le rectorat le plus possible, hein. On est en lien pour essayer aussi d'impliquer les usagers le plus possible. Voilà. Donc, tout à fait ouvert, en tout cas, pour, dans le cadre du PRSE, avoir un petit groupe de collectivités qui se posent des questions et qui souhaitent avancer sur la manière de faire le plus pratiquement possible. Et effectivement, ça va demander des moyens, hein. Je pense qu'on en a tous conscience. Ouais, merci. Je suis au J'espère ne pas avoir pas trop fait de langue de bois. Ouais, je vais être obligée de mettre temps de questions-réponses pour laisser la parole à Nicolas Paulet pour la prochaine présentation. En tout cas, merci beaucoup Isaline, Cyril pour vos présentations. On retrouvera Cyril juste après. Et donc Nicolas, je te laisse la main pour la présentation sur le lien entre QAI et performance énergétique du bâtiment. Très bien. Merci Marine. Donc déjà, merci Marine et merci à Aura2O de nous avoir invités à participer à ce webinaire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, pas beaucoup de temps, donc je vais être probablement un petit peu rapide sur le déroulé, mais je prendrai le temps qu'il faut après pour répondre aux questions s'il reste un petit peu de monde après-midi. Je vais tenter de vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Marine, tu peux me confirmer que c'est bon? Alors pour l'instant, on ne voit Non. pas ton... Ah, Ça ça vient. arrive. C'est Ouais, bon. super. Ok, impeccable. Donc tout d'abord, qui dit qualité de l'air intérieur, a priori dit stratégie de qualité de l'air intérieur, ce qui suppose tout un tas d'actions qui peuvent être mises en œuvre, mais a priori, on ne peut pas parler de qualité de l'air intérieur sans parler de renouvellement d'air. Et dès qu'on parle de renouvellement d'air, eh ben, il y a un lien qui est assez étroit avec la consommation énergétique qui va être liée à ce renouvellement d'air. Et l'objectif de la présentation que je vais vous faire, c'est de voir comment on peut concilier qualité de l'air intérieur et la performance énergétique dans les bâtiments. En introduction, donc, j'ai construit le support en 3 parties. En introduction, on verra comment, justement, enfin, quelle est la relation qui existe entre qualité de l'air intérieur et thermique du bâtiment, quels sont les enjeux énergétiques notamment. Ensuite, on verra ensemble comment on peut réussir à passer de la contrainte de l'application de ce décret de surveillance qualité de l'air, passer de la contrainte à l'opportunité, réussir à transformer cette contrainte en opportunité, en raisonnant notamment de façon globale et en embarquant au maximum les problématiques et les enjeux périphériques. Et on terminera par comment limiter la consommation énergétique de la ventilation, quels sont les systèmes ou solutions qu'on peut appliquer afin d'assurer une optimisation énergétique. Donc, je me présente, moi c'est Nicolas Paulet, je travaille à la SPL ALEC de la grande région grenobloise. Donc la SPL ALEC, on accompagne les collectivités à la mise en place de l'application du service public d'efficacité énergétique sur le territoire de la métropole. À ce titre-là, on accompagne différents publics, aussi bien les habitants de la métropole de Grenoble que les collectivités au travers de la gestion de leur patrimoine, patrimoine bâti, éclairage public et patrimoine roulant. Et également, on a un accompagnement auprès des entreprises. J'en profite pour préciser que je travaille également partiellement pour une autre structure qui est l'AGEDEN. Je crois qu'il y a des collègues de l'AGEDEN qui nous suivent d'ailleurs. Et je suis formateur en performance énergétique et environnementale pour l'AGEDEN par ailleurs. En introduction, on va voir donc quelle est la relation qui existe entre qualité de l'air intérieur et thermique du bâtiment. Avec déjà un premier constat, une première question, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités sont un petit peu assommées par tout un tas de réglementations. Il y a beaucoup de conformités réglementaires sur différents items à appliquer au bâtiment et on peut en retenir au moins 2. Donc celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le décret de surveillance de qualité de l'air intérieur, avec de l'autre côté le décret de la loi Elan, qui est le décret tertiaire, qui lui demande de diminuer les consommations énergétiques. Et dès lors, on voit qu'il peut y avoir des injonctions qui peuvent être contradictoires, puisque d'un côté,
On va demander aux collectivités et aux propriétaires de bâtiments tertiaires de diminuer leur consommation énergétique avec des efforts qui sont assez conséquents, on y reviendra après. Et de l'autre côté, on leur dit que un certain nombre de bâtiments qui jusque-là n'étaient pas ventilés, il va falloir les ventiler, ces bâtiments, assurer un renouvellement d'air, ce qui va représenter une augmentation à l'inverse de la consommation énergétique. Petit rappel, je pense que tout le monde le sait bien, malgré tout on est obligé de le dire. Le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif de consommation énergétique en 2030 avec un abaissement de 40% par rapport à une année de référence, moins 50% et moins 60% en 2040 et 2050. Alors pourquoi j'ai fait ce rappel-là? Parce qu'en fait, la poursuite du décret tertiaire, en tout cas la poursuite des objectifs du décret tertiaire, doivent nécessairement appeler les propriétaires de patrimoine tertiaire à se poser la question d'entrée de jeu, est-ce que le renouvellement d'air à l'intérieur de ces bâtiments est conforme ou non? Et je spoil un petit peu la suite, mais ça doit vous inciter en fait à mener une stratégie qui est globale. On ne peut pas d'un côté traiter les objectifs décret tertiaire et diminuer les consommations énergétiques, et ensuite s'intéresser à la qualité de l'air intérieur. Il faut vraiment faire les deux en même temps. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que sur un bâtiment sur lequel le renouvellement d'air ne serait pas assuré aujourd'hui, si on s'attache à diminuer les consommations énergétiques de ce bâtiment, qu'on atteint effectivement les moins 40, moins 50, moins 60%, et qu'on traite après la question de la qualité de l'air intérieur, on va se retrouver avec des consommations énergétiques supplémentaires et on sera plus bon, on sera plus dans les clous par rapport à l'objectif décret tertiaire. Donc ça incite les collectivités à avoir une stratégie qui est vraiment globale sur la réflexion décret tertiaire et qualité de l'air intérieur, mais il y a également d'autres items qu'on peut rentrer là-dedans. Et déjà, ça me permet de faire un premier constat, une première conclusion, c'est que ce décret tertiaire encourage un maximum les collectivités à se doter de SDIE, de schémas directeurs immobiliers et énergétiques, à l'intérieur desquels il est indispensable d'intégrer la thématique de la qualité de l'air intérieur. Donc ensuite, comme promis, je vous ai dit qu'on avait parlé un petit peu de thermique du bâtiment. J'ai essayé de faire quelque chose de simple, mais on ne peut pas parler de thermique du bâtiment et de consommation énergétique en lien avec la qualité de l'air sans parler de débit. Il y a un lien étroit entre le renouvellement d'air et les débits associés dans les bâtiments. Quand on parle de débit de renouvellement d'air, il faut bien avoir en tête qu'il y a deux types de débits qui s'additionnent dans les bâtiments. On a les débits qui sont dits sanitaires, c'est quand on va avoir des VMC qui permettent d'assurer le renouvellement d'air lié à la présence de pièces humides ou d'équipements. À chaque fois qu'on va avoir des toilettes, des WC, des cuisines, donc on va avoir une VMC avec un tirage associé. Et ça, on va le retrouver assez généralement sur la plupart des bâtiments. Mais c'est des petits débits, en réalité, c'est des débits sanitaires. À cela s'ajoutent les débits de renouvellement d'air qu'on va qualifier d'hygiéniques. C'est les débits qu'on va retrouver notamment dans le règlement sanitaire départemental, mais également dans le Code du travail. Et là, c'est le débit qui est lié cette fois-ci à l'occupation. Euh, Typiquement, si j'ai vu une question tout à l'heure sur le chat qui a été, il me semble, supprimée, c'était quel est le débit qui doit être appliqué à une école. Il y avait débat entre 15 mètres cubes heure et 18 mètres cubes heure. Donc, c'est plutôt 15 mètres cubes heure sur l'enseignement primaire et le secondaire, mais le secondaire de premier cycle, c'est-à-dire jusqu'au collège. Et à partir du lycée, on appliquera du 18 mètres cubes heure par élève. À ça va s'ajouter les débits qui sont imposés également par le Code du travail et toutes les réglementations coexistent. Il faut appliquer l'ensemble des réglementations, à la fois règlement sanitaire départemental et Code du travail. Et donc, le Code du travail, lui, va dire qu'il faut 25 mètres cubes heure de renouvellement d'air par salarié. Si on reprend l'exemple d'une salle de classe, donc si on a 25 élèves, c'est 25 élèves fois 18 mètres cubes heure. Et ensuite, on va avoir un prof, éventuellement une ATSEM, donc on va avoir deux fois 25 mètres cubes heure. Et là, on va se retrouver avec un débit par salle de classe. Le débit moyen aujourd'hui en renouvellement d'air, c'est 500 mètres cubes heure. Et là, quand on commence à avoir ces chiffres-là, ces ordres de grandeur, on se rend compte que 500 mètres cubes heure pour une salle de classe, ça fait quelque chose d'assez énorme. Et qu'en fait, ces débits-là sont bien plus importants que les débits sanitaires à l'échelle du bâtiment. En moyenne, en thermique du bâtiment, on va retrouver généralement des valeurs où les débits sanitaires de renouvellement d'air vont concerner 5 à 10% des débits totaux de renouvellement d'air.
Donc aujourd'hui, l'enjeu il repose vraiment sur les débits hygiéniques. À savoir que donc on somme les deux débits pour avoir le débit total de renouvellement d'air. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de dépenses énergétiques? Donc c'est un petit graphique simple, hein, c'est une illustration que tout le monde ou presque doit connaître. Aujourd'hui, sur un bâtiment, le renouvellement d'air, ça pèse pour 20 à 25% en moyenne des déperditions énergétiques, à savoir que dans ces 20 à 25% de déperditions énergétiques, on va avoir les pertes liées à la ventilation, qui en moyenne pèsent en général pour 10 à 15%. Et à ça, on va ajouter les déperditions liées à l'inétanchéité à l'air du bâtiment. Donc, c'est les infiltrations d'air qui, elles, pèsent en général entre 5 et 10%. Alors attention, quand je parle de 20 à 25% de déperdition énergétique, on parle uniquement de la déperdition calorique et ça n'intègre pas, par exemple, si on a une VMC, simple flux ou double flux, la consommation électrique. Ça, la consommation électrique de ces équipements, c'est encore à ajouter et ça vient alourdir le bilan énergétique du coup de la ventilation. Donc on se rend compte que la ventilation, le renouvellement d'air dans un bâtiment, ça représente quand même, ça pèse en moyenne pour un quart des consommations énergétiques d'un bâtiment. Là, j'ai voulu vous faire part d'un constat. Quelle est la situation en moyenne à l'échelle nationale? Un premier constat, c'est qu'on a aujourd'hui à peu près 75% des écoles qui ne sont pas pourvues de ventilation. Donc, quand on dit ventilation, c'est aussi bien ventilation mécanique contrôlée, donc des VMC, simple flux ou double flux, ni même des grilles d'aération. Nous, de façon un petit peu empirique sur le territoire grenoblois, on est capable de dire aujourd'hui que vis-à-vis des communes qu'on accompagne, on a à peu près 80% des bâtiments de nos collectivités qui ne sont pas ventilés ou insuffisamment ventilés. Et donc, ça fait écho aux premières slides que je vous présentais en vous disant que si on poursuit l'objectif des critères tertiaires avec un abaissement de consommation énergétique, il va d'abord falloir s'intéresser à la ventilation dans les bâtiments. Sinon, il risque d'y avoir des mauvaises surprises. Ce qu'on peut dire également, ça c'est un constat qu'on a fait qui était assez intéressant sur l'année précédente, c'est que durant la période Covid a été mis en place le protocole sanitaire, voire le protocole sanitaire renforcé. Et on s'est retrouvé sur des bâtiments qui jusque-là n'étaient pas ventilés, avec des pratiques de ventilation. Alors souvent c'était de la ventilation manuelle, hein, c'est les enseignants, les ATSEM qui ouvraient les fenêtres pendant les périodes de pause. Et nous, on s'est retrouvés à l'issue de cette année d'exploitation un petit peu particulière des écoles, avec une surconsommation constatée en moyenne de 15% sur ces bâtiments. Donc, ça reboucle avec les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui n'est pas ventilé, si demain on se met à ventiler, on a une augmentation énergétique des consommations énergétiques qui est de l'ordre de 15%. Donc, du coup, vu que la ventilation, le renouvellement d'air, bah, c'est une grosse consommation énergétique, et ben, en tant que maître d'ouvrage ou en tant que propriétaire de bâtiments tertiaires, on pourrait être tenté de ne pas ventiler. Et ça, c'est plutôt une mauvaise idée parce que le renouvellement d'air, c'est quelque chose qui est véritablement indispensable, au moins pour trois raisons. La première raison, ça a été assez largement évoqué ce matin, c'est la nécessité de réduire la pollution intérieure dans les bâtiments afin d'assurer le confort des usagers, mais ce n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de sécurité sanitaire des usagers. Le deuxième item, c'est que c'est une question de réglementation, c'est une obligation réglementaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un tas de réglementations sur la qualité de l'air qui existent aujourd'hui. Et toutes ces réglementations coexistent et se superposent. C'est pas je choisis d'appliquer l'une ou l'autre, c'est on doit appliquer la totalité des obligations réglementaires, à savoir le règlement sanitaire départemental, le code du travail et le nouveau décret d'obligation de surveillance qualité de l'air. Et dernier item, bah, il est nécessaire de ventiler parce que, afin d'assurer la préservation du bâti, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi un objectif décret tertiaire avec un objectif d'abaissement des consommations énergétiques qui va se traduire par tout un tas de rénovations énergétiques. On va avoir des bâtiments qui vont être améliorés, qui vont être isolés et qui vont être de plus en plus étanches. Sauf qu'un bâtiment qui est plus étanche, demain, s'il n'est pas ventilé, ben, on peut avoir des problèmes de pathologie qui vont se développer, comme vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite. Et donc, il est nécessaire de ventiler afin de maîtriser le taux d'humidité et d'éviter le développement, par exemple, fongique sur des surfaces.
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça nous permet d'enchaîner sur la deuxième grande partie de cette présentation. Comment on peut passer de la contrainte à l'opportunité? L'important, je vous l'ai déjà dit, mais je vais essayer de développer sur quelques exemples. L'important, c'est de raisonner global et d'embarquer un maximum les problématiques périphériques. Je commence cette présentation par le diagramme de Mollier, qui est un diagramme que beaucoup d'entre vous normalement connaissent, mais je vais essayer de le présenter un petit peu différemment, sous un angle de vue différent. Ce que vous avez sur l'axe du bas, l'axe des abscisses, c'est la température de l'air, avec une température de l'air qui va de 0 à 25 degrés en moyenne. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est l'axe des ordonnées à droite, avec le pourcentage d'humidité qui est présent dans l'air. Et quand on va croiser ces deux données, eh ben, l'idée, c'est d'identifier quelle est la zone de confort pour les usagers, ce qu'on appelle la zone de confort hygrothermique, c'est-à-dire qui permet de croiser les données à la fois d'hygrométrie, mais également de température de l'air. Et on se rend compte que cette zone de confort des usagers, c'est une zone qui est assez restreinte. C'est l'espèce de parallélogramme que vous voyez qui est en violet. Et on voit que la zone de confort des usagers, elle est restreinte en fait à une température de l'air qui va se situer à 18-19 degrés jusqu'à 25-26 degrés. Et cela pour une humidité relative dans l'air qui va être située entre 30 et 50%. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est que, alors là, je vais parler surtout de l'humidité, parce qu'on parle de renouvellement d'air, c'est qu'au-delà de 50% de taux d'humidité, eh ben, on bascule immédiatement dans une zone d'inconfort. Donc ça doit alerter les maîtres d'ouvrage sur la nécessité de ventiler de manière à maîtriser absolument l'humidité dans le bâtiment, de manière à retomber en dessous de la barre des 50%. Mais il y a également un deuxième constat qu'on peut faire sur ce diagramme-là, c'est que trop de ventilation, ça peut être également négatif quand on a un taux d'humidité qui chute en dessous de 30%. Et ben, en réalité, on est à nouveau en zone d'inconfort, on a des problèmes de sécheresse, et ce qu'il faut savoir également, c'est que un air qui est trop renouvelé et du coup qui potentiellement peut être un air sec, peut provoquer des problèmes d'ordre sanitaire. Notamment, ça provoque l'assèchement des muqueuses sur les usagers qui sont présents dans le bâtiment, et ça peut du coup conduire à une certaine fragilité, et on peut être plus sensible du coup au développement de pathologies. Voilà. Donc l'idée, c'est bien de ventiler pour abaisser le taux d'humidité, mais il ne faut pas trop ventiler non plus. On voit qu'on a un équilibre qui est un petit peu précaire. Et ça, du coup, ça permet également de tirer une conclusion un peu plus générale, c'est que la stratégie de qualité de l'air intérieur qui doit être menée et conduite dans les bâtiments, elle ne peut pas reposer exclusivement sur le renouvellement d'air. C'est un petit peu dangereux. Et ça montre bien qu'il y a nécessité aussi de traiter les autres items qui sont réduire au maximum la présence de polluants à travers les matériaux, le mobilier, et les différentes fournitures. On ne peut pas avoir une stratégie de qualité de l'air intérieur qui repose exclusivement sur la ventilation. Ensuite, on bascule sur. Alors là, on est vraiment sur la thermique, la thermique du bâtiment. On a l'habitude de dire qu'un air humide, c'est un air qui est plus difficile à chauffer. Là, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi un air humide, c'est un air qui est plus difficile à chauffer. Donc, vous voyez à gauche, vous avez deux cubes. Vous imaginez 1 mètre cube d'eau. Donc, il faut avoir en tête que pour élever d'1 degré Celsius ou d'1 degré Kelvin, c'est la même chose, 1 mètre cube d'eau, il faut 1,16 kWh, alors que pour élever d'1 degré 1 mètre cube d'air, il faut 0,034 kWh. Donc, on a un delta énergétique entre les deux corps qui est de 3411. Donc, il faut 3411 fois plus d'énergie pour élever 1 mètre cube d'eau d'1 degré. Et donc ça permet de comprendre que quand on a un air qui est chargé en humidité, bah, cette humidité qui est présente dans l'air, va falloir la chauffer, va falloir de l'énergie. Et c'est bien pour ça qu'un air humide est plus difficile à chauffer. Donc, maîtriser le taux d'humidité, c'est améliorer la réactivité thermique d'un volume, et c'est également diminuer le besoin énergétique. Donc, quand on va maîtriser le taux d'humidité dans une pièce, ça va permettre de consommer moins d'énergie.
La ventilation, c'est aussi clairement un des piliers de la stratégie du rafraîchissement en été. Vous avez un graphique central où on voit, en fait, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail, c'était simplement pour illustrer le fait qu'on connaissait de plus en plus de canicules, que le confort d'été, c'est une problématique qui est de plus en plus présente et incontournable. Le confort d'été, il va reposer, enfin, pour traiter et assurer le confort d'été dans les bâtiments, il y a plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est limiter les apports à l'intérieur du bâtiment, aussi bien les apports internes que les apports externes. On va essayer d'écrêter les pics thermiques à l'intérieur du bâtiment en jouant sur l'inertie des matériaux. Et on voit que le troisième pilier, c'est ventiler et surtout utiliser la surventilation nocturne en essayant de capter le gisement de fraîcheur nocturne. C'est-à-dire quand il fait un peu plus frais la nuit, ben, on essaye de plus frais la nuit à l'extérieur, on essaye d'évacuer la chaleur du bâtiment. Et le dernier pilier, c'est celui sur lequel on a priori pas trop envie d'aller, c'est la climatisation, puisque c'est une solution active qui, elle, ne fait qu'empirer le problème et qui en plus consomme de l'énergie. La ventilation pour assurer le confort d'été, c'est une bonne solution, mais comme je l'ai dit juste avant, la ventilation en soi, ça ne va pas faire grand-chose en journée, en tout cas. Bon, vous allez pouvoir brasser de l'air. Il faut savoir qu'on peut, le déplacement d'air peut avoir une influence sur le ressenti des usagers. Quand on va déplacer 2 à 3 mètres secondes de ventilation, bah, dans ce cas-là, ça peut créer une sensation de fraîcheur. Mais quand on va ventiler en journée, la problématique, c'est que s'il fait très chaud dehors, bah, on va surtout faire entrer la chaleur extérieure à l'intérieur de notre bâtiment. Donc, la stratégie de rafraîchissement en été sur la ventilation, elle repose essentiellement en fait sur l'exploitation des gisements de fraîcheur nocturnes. Mais également, c'était là où je voulais en venir, il y a une autre possibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que on a aujourd'hui un parc de bâtiments qui, en grande majorité, n'est pas équipé de système de ventilation. Et là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on encourage, enfin à l'ALEC, on encourage au maximum les collectivités à s'emparer de la problématique de la ventilation, de la coupler avec la problématique de confort ou d'inconfort d'été, et en leur disant d'installer des systèmes de ventilation qui sont compatibles avec des rafraîchissements adiabatiques. Donc, le principe adiabatique, c'est ce que vous voyez sur la photo. C'est une méthode qui est séculaire, qui est utilisée encore aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique. On utilise l'eau en fait comme vecteur énergétique pour capter la chaleur, ce qui va permettre de rafraîchir l'air. Je vous le fais en version extrêmement simple, hein. Voilà. Donc, là, vous avez un petit schéma éclaté de comment ça se passe sur un système de VMC. Donc, ça nécessite d'avoir une VMC double flux, à savoir qu'il y a deux grandes familles aujourd'hui de ventilation adiabatique. Il y a la ventilation adiabatique directe et indirecte. On encourage au maximum d'aller sur de l'indirect, ce qui permet de ne pas humidifier l'air. Et on va utiliser en fait l'échangeur thermique de la VMC double flux pour rafraîchir l'air et en faisant passer l'air chaud qui est extrait à travers un média filtrant qui va permettre de capter l'énergie qui est présente dans l'air qui est rejeté. Voilà. Je pourrais répondre par la suite à des questions s'il y en a. Ça nous permet de terminer par le troisième et dernier pilier de cette présentation, qui est comment limiter la consommation énergétique de la ventilation, quels sont les systèmes ou solutions à appliquer pour optimiser les consommations énergétiques. Il y a trois grands principes, on va dire. Premier principe, on essaye de s'affranchir des équipements qui sont consommateurs d'énergie. Donc, typiquement, ça veut dire qu'on essaye de ne pas installer de ventilation mécanique contrôlée, puisque c'est des équipements électriques qui supposent à la fois des déperditions énergétiques liées au renouvellement d'air, mais également une consommation électrique pour les ventilateurs. Alors, si on n'a pas de VMC, ça veut dire que du coup, il faudra assurer la ventilation, le renouvellement d'air, soit via une ventilation manuelle, mais du coup, ça nécessite à minima d'avoir des sondes CO2 pour savoir où est-ce qu'on en est, ou on peut avoir aussi un renouvellement d'air qui se fait de façon naturelle via des conduits ou en mode hybride assisté, c'est-à-dire la ventilation naturelle assistée avec un petit moteur électrique, pour faire simple. Alors, c'est une bonne solution, mais il y a quand même un inconvénient qui est majeur, c'est que sur la ventilation manuelle, aujourd'hui, on n'a pas de garantie des débits. Voilà, les débits dont on a parlé en première partie.
Mais c'est une solution qui peut être pragmatique, notamment sur des bâtiments sur lesquels il y a des difficultés techniques à tirer des réseaux centralisés pour une VMC. Deuxième solution, se rapprocher du besoin de renouvellement d'air et ventiler exclusivement ou quasi exclusivement selon l'occupation. Donc là, cette fois-ci, on va installer des ventilations mécaniques contrôlées, mais l'idée, c'est pas de ventiler en permanence, on veut ventiler quand il y a des usagers, de manière à assurer la qualité de l'air intérieur. Et on va associer cette fois-ci au VMC des pilotages de système, et on va faire un asservissement de la ventilation, soit selon une programmation horaire, soit selon un asservissement CO2. L'inconvénient de ce genre de système, bah, c'est que ça repose sur de la technologie, ce qui peut être déjà ce qui peut représenter une certaine fragilité. Et puis, il peut y avoir aussi des questions de calibrage. On s'est aperçu sur pas mal d'opérations que les systèmes n'étaient pas forcément toujours bien calibrés. Troisième solution, cette fois-ci, on va essayer de récupérer l'énergie thermique qui est contenue dans l'air qu'on va rejeter. C'est le principe de la VMC double flux avec une récupération d'énergie qui va se faire via l'échangeur thermique. Ça peut être une bonne solution. On va le développer dans les slides juste après. En revanche, c'est des équipements souvent qui sont lourds techniquement à installer, surtout si on est sur un système de ventilation centralisé. Alors, il existe des doubles flux décentralisés, mais c'est surtout c'est aussi par ailleurs des solutions qui peuvent être quand même financièrement un petit peu lourdes pour les collectivités. Alors, Nicolas, je Oui, suis désolée, en 1 minute ou deux, ok, eh ben, j'arrive, il m'en reste c'est deux, j'ai super terminé. intéressant, mais Ok, on j'ai n'a pas essayé de le faire temps. aussi vite que je pouvais. Merci beaucoup. Donc la VMC double flux, est-ce que c'est la solution miracle? J'ai envie de vous dire oui et non. La solution double flux, c'est une solution à employer sur les bâtiments exclusivement sur lesquels on s'est intéressé sur la qualité de l'étanchéité à l'air du bâti. Donc là, vous retrouvez un graphique qui avait été fait, je crois, par Enertech, et qui fait le lien entre le Q4 PSURF, qui permet de qualifier le niveau d'étanchéité à l'air du bâtiment, avec le rendement effectif global de la VMC. Donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, globalement, c'est que quand vous avez une VMC sur le papier qui nous dit qu'on a un rendement d'échangeur thermique qui est de 90%, si on le recroise avec un Q4 PSURF qui est de 1,7, qui est aujourd'hui la valeur réglementaire du Q4 PSURF sur une opération neuve, eh ben, on se rend compte qu'on a un rendement de récupération effectif global qui n'est pas de 90%, il est en réalité plutôt de 54%. Donc on a une diminution de 40% entre le rendement théorique et le rendement réel de la VMC double flux. Donc ça veut dire sur un bâtiment en gros qui n'est pas étanche à l'air, ça sert strictement à rien de venir installer une VMC double flux. Sauf si, enfin, c'est pas vrai, ça sert strictement à rien d'un point de vue énergétique. Et ensuite, je termine par ça. La VMC double flux, ça peut être une très bonne solution à appliquer sur un bâtiment à condition qu'il soit étanche à l'air, comme je l'ai dit avant. Mais attention, il faut aussi être en capacité, en mesure d'assurer la maintenance en fait, des équipements de ventilation dans le temps. Donc, ça a été, je crois, évoqué tout à l'heure avec les contrats d'exploitation. Il est extrêmement important que les collectivités, les propriétaires se dotent de contrats d'exploitation. Là, vous avez un petit graphique qui a été fait par Enertech, c'est une évaluation des débits de ventilation sur les bâtiments de la caserne de Beaune à Grenoble. On voit qu'on avait un débit nominal, un débit initial de ventilation qui était 3000 m3, et on voit qu'en l'espace de 3 mois, on a déjà une chute qui est assez significative puisqu'on passe de 3000 m3 à 2500 m3. On a 25% de perte d'aspiration en l'espace de 3 mois. Et au bout de 9 mois, on a carrément une chute de 1500 m3/heure. Et donc, ça correspond à une diminution de 50% du débit. Donc, ça, c'est dû essentiellement à l'encrassement des filtres. Et du coup, ça doit alerter les maîtres d'ouvrage sur la nécessité du coup d'entretenir les appareils et notamment de remplacer les filtres. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et Merci beaucoup pour la présentation et pour le sprint final. merci. Ouais, je vais laisser la parole à Cyril, peut-être ouais, 5 minutes si tu peux sur. Ouais, bah, juste, est-ce que tu peux repartager Ah oui, la alors. présentation? Moi, je vais juste du coup vous présenter le cadre. Après, vous pourrez revenir sur le document, mais c'est juste pour vous dire que ça existe. En gros, dans le cadre du plan Ozone, avec une collègue de l'Adréal, on a missionné le bureau d'études Medieco pour nous donner des clauses types pour mieux intégrer
la question de la limitation de l'émission de composés organiques volatiles, et notamment ceux qui sont précurseurs d'ozone, dans le cadre de marchés sur des produits de construction et sur des produits d'entretien. Et du coup, cette étude-là a fait l'objet d'un état d'un état de l'art. Là, tu peux passer. Donc, je vous ai mis le lien de cet état de l'art et de différentes clauses. Je vais juste vous les lister, comme ça vous donne une idée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces clauses-là, elles ont fait l'objet de critères qui fait l'objet d'une petite araignée. Là, tu peux passer juste la slide d'après sur la facilité de mise en œuvre, l'accessibilité économique, les bénéfices sur la qualité de l'air et les bénéfices sur l'ozone. Alors, l'ozone pas à l'intérieur, mais l'ozone à l'extérieur. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va rejeter comme COV à l'extérieur, ça peut se combiner avec les NOx pour produire de l'ozone. Et un pic d'ozone, et le résidentiel fait partie des principaux des principaux secteurs d'activité qui contribuent à la production anthropique d'ozone. Voilà, et puis là, on va juste lister les différents. Ouais, tu peux passer les différentes pour aller vite. Donc, sur les produits de construction, les cinq clauses qui concernent les produits eux-mêmes, c'est la question de l'étiquetage, de classe A+, obligatoire des produits de construction. La deuxième, c'est disposant d'un rapport d'essai, parce que en gros, l'étiquetage, il est déclaratif et les produits n'ont pas forcément de rapport d'essai. Alors, le mieux, c'est quand même d'avoir un rapport d'essai qui montre qu'on est conforme à cette classe A+. Après, il y a la question des labels, d'un label produit de construction, différents types de labels qui existent, qui sont listés dans le rapport que vous pouvez retrouver. Et du coup, c'est encore un garant aussi du fait de moins émettre de COV. De limiter, voire de supprimer les produits liquides en phase solvant et de privilégier du coup les produits liquides en phase aqueuse, notamment sur les peintures, avec une teneur en COV la plus faible possible. Et puis, des produits sans liant à base de formaldéhyde pour les panneaux à base de bois notamment, et pour les produits d'isolation. Voilà, donc ça fait partie des 5 clauses. Et puis, l'idée, c'est aussi d'avoir des clauses pendant la phase chantier, notamment une clause peut-être qu'on n'a pas forcément en tête, c'est la question de respecter les temps de séchage des supports, notamment avant la pose d'un revêtement, parce que quand on pose un revêtement sur une chape qui n'est pas sèche, il y a des composés, et notamment des composés organiques volatiles secondaires qui peuvent se créer, parce qu'il y a une réaction d'hydrolyse qui se crée, et du coup, il faut bien respecter les temps de séchage. Mettre en œuvre avant réception une période de surventilation. Alors ça, c'est des pratiques qui ont souvent cours, alors qui sont intéressantes pour la qualité de l'air intérieur. Pour l'ozone, c'est moins intéressant puisqu'on va mettre tous les COV à l'extérieur. Voilà. Et puis pour l'ozone, par contre, quelque chose d'intéressant, c'est de privilégier l'application des finitions en usine. Voilà, sur la qualité de l'air, c'est qu'elle soit en usine ou sur place. C'est sans doute mieux que ce soit en usine aussi, mais voilà, c'est surtout pour l'ozone, c'est important. Voilà, du coup, vous pourrez retrouver le rapport et les différentes clauses qui sont expliquées sur le site de l'Adréal. Je vous ai mis le lien. Voilà, j'ai fait court. Merci beaucoup Cyril également pour cette présentation rapide. De toute façon, vous aurez tous les supports mis à disposition. Et Isaline, je te laisse le mot de la fin pour ce webinaire. Merci, donc je vais essayer de faire très rapide aussi. Merci. L'idée, c'était de faire justement une ouverture aussi sur tout ce qu'on met en place sur la qualité de l'air et le radon dans le cadre du plan régional santé-environnement, qui est un plan qui est en cours de finalisation pour les 5 prochaines années. C'est un plan entre l'ADREAL, la région, la DRAF, l'ARS, etc., pour
euh, développer les connaissances et sensibiliser les acteurs sur tous les enjeux de la santé environnement, réduire les expositions, pollution des sols, qualité de l'air extérieur intérieur, pesticides, alimentation, etc. Et mobiliser les territoires, puisqu'on voit bien qu'il y a ce besoin aussi d'animation territoriale et des politiques publiques locales où on doit intégrer clairement ces enjeux de santé environnement. Du coup, on avait envoyé en début d'année, DREAL et ARS, à l'ensemble des propriétaires et gestionnaires de RP une enquête pour identifier quelles étaient les problématiques, déjà comment était mise en place et suivie la réglementation, et si ce n'était pas le cas, pourquoi et quels étaient un peu les besoins qui étaient exprimés. Et donc, on a identifié plusieurs besoins, notamment besoin d'ingénierie, bon, la problématique de financement, le manque de connaissances des acteurs œuvrant sur la QAI et le manque de connaissances sur les aides disponibles. Et puis, cette volonté de s'intégrer quand même dans la rénovation énergétique, hein, puisque on a bien vu les liens à faire entre la qualité de l'air intérieur et la rénovation énergétique. Et le manque d'intégration de ces enjeux dans les différentes politiques publiques et notamment les contrats locaux de santé. Du coup, dans cet objectif-là, on a un grand objectif stratégique qui est favoriser les pratiques professionnelles et les comportements individuels favorables à la santé. Et au sein de ce grand objectif, on a identifié plusieurs objectifs opérationnels qu'on va essayer de mettre en œuvre avec différents partenaires que nous avons identifiés autour de la qualité de l'air intérieur. Donc, les 4 grands objectifs sont mettre en place un centre de ressources et de partage sur la QAI Radon qui pourra du coup vous accompagner, vous aider chacun dans la mise en œuvre de ces réglementations, faire monter en compétence l'ensemble des professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique pour savoir justement comment intégrer ces enjeux dans les différents travaux, accompagner les propriétaires et gestionnaires d'établissements en matière de QAI et ce webinaire en fait aussi notamment partie. Et puis sensibiliser les occupants, plus généralement, grand public vulnérable et acteurs du milieu scolaire à la QAI, avec entre autres ce qu'on évoquait sur la lecture mesure directe du CO2 et pouvoir intégrer cela dans des modules un peu pédagogiques pour faire prendre conscience et aux professeurs et aux élèves de l'importance de la qualité de l'air. Et pour ce faire, du coup, on a identifié à ce stade plusieurs actions donc, voilà, qui sont en cours de structuration avec différents groupes de travail et différents acteurs pour créer ce fameux réseau QAI Radon qui intégrerait voilà, des communes, qui intégrerait Atmo, VAD, Aménagement durable, Aura2E, etc. pour pouvoir apporter un appui et valoriser, partager les informations et les ressources et créer des outils d'accompagnement pour vous aider. Du coup, dans cette stratégie-là, on a aussi donc vous accompagner avec notamment sensibiliser les élus, diffuser des outils, organiser des journées techniques départementales. On en a déjà organisé dans l'Isère et dans l'Ardèche, Drôme-Ardèche, où on souhaite continuer pour vraiment avoir des petits ateliers pour mettre en place la réglementation et accompagner chacun et aussi des partages de retours d'expérience. Et puis faire monter en compétence les différents acteurs de l'ingénierie et puis les conseillers, les économes de flux, etc. avec des petits modules ou des petits films ou voir comment on peut identifier ça et partager cela avec chacun et donc quels outils on peut proposer. Et puis enfin, sensibiliser aux enjeux les habitants, faire des campagnes de mesures, proposer des outils pédagogiques. Voilà, on a une grosse feuille de route pour les prochaines années et on va essayer de se faire accompagner au mieux pour pouvoir diffuser cette information et vous aider sur le terrain parce qu'on est conscient que ce n'est pas toujours évident. Voilà, j'ai essayé de faire court. Merci. Merci beaucoup, Isaline. Bon, il y a encore des questions dans le chat. Malheureusement, on ne va pas pouvoir les prendre. Par contre, je signale quand même que le 25 janvier, VAD organise une revue de projets sur la même thématique qui permettra d'approfondir encore un petit peu plus le sujet. On vous enverra dans le retour du webinaire le lien pour les inscriptions si ça vous intéresse. Voilà, donc on va conclure ici. Je remercie les intervenants, merci beaucoup, notamment pour le sprint final. Désolée, c'était un peu court, Nicolas, notamment pour ta présentation. Voilà, merci beaucoup. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis en train d'essayer de répondre rapidement dans vos questions. Oui, merci. Dans le Oui, chat. je vois aussi que vous répondez au fil de l'eau, donc c'est top. Merci. Ouais, avec plaisir. Et Laurent, tu peux ajouter quelque chose? Non?
Bon, et ben merci beaucoup à tous et vous recevrez très bientôt les présentations et l'enregistrement.